Entre l'homme et l'animal au XXIe siècle, c'est une affaire de respect. En Suisse, on demande même souvent à la protection des animaux d'inspecter les bêtes avant l'abattoir. Ce matin-là, à 5 heures, non loin de Payerne, l'ingénieur agronome Michael Agnauer s'apprête à effectuer un contrôle surprise dans une ferme vaudoise. Je regarde le chargement, je regarde les installations pour chargement au camion et à la ferme. Et puis, je fais une expertise, disons, voilà. Et le comportement envers les animaux, bien sûr. Bonjour. Bonjour. Vous chargez ici? Oui. Ouais, d'accord. On n'a jamais eu de taureau qui était méchant ou qui venait contre. Ouais, les vaches allaitantes sont plus dangereuses que le taureau, en fait. Parce que les vaches protègent vraiment leur veau. Ouais. Et qu'est-ce que vous ressentez, vous, qu'elles partent à l'abattoir, vos bêtes? C'est notre boulot. Autant on les aime, autant c'est notre boulot. Voilà, quoi. On connaît les bêtes, chacune. On sait le caractère qu'elle a, on sait comment elle va être, ben justement, on sait comment elles vont se comporter. Mais c'est notre boulot. Est-ce que c'est stressant pour des fermiers, l'inspection? L'inspection? Non, parce que on en a tellement en Suisse que ça devient une routine. Je suis bien sûr Agnauer de la protection suisse des animaux. Je fais un contrôle des transports aujourd'hui. Bonjour. Rien n'échappe à l'inspecteur pour le bien-être des animaux lors de leur dernier voyage. C'est la fin de la mission, M. Agnauer est globalement satisfait. En gros, très calme. Les gens étaient très calmes, les animaux aussi. Seul minus, c'est la rampe bougeait. Hein, ça, c'est le problème. Alors, il faut le supporter un peu mieux pour qu'elle ne bouge pas. Cet éleveur veille aussi sur ses bêtes. Alimentation de première qualité, allaitement à la demande, escapade, en veux-tu, en voilà. L'association Vache-Mère, une des grandes organisations du pays, multiplie les soins. Puis Marilyn, elle est couchée là-bas. J'ai 30 vaches allaitantes, ou aussi on appelle ça des vaches-mères. Le veau, il reste avec sa maman pendant toute la durée de sa vie, ou bien jusqu'à 10 mois si c'est une jeunisse qu'on va élever après pour faire une future vache. Donc ici, c'est quand même la particularité, c'est qu'ils sont tout le temps ensemble de la naissance jusqu'à cette séparation. Nos vaches, elles ont accès toute l'année à l'extérieur. À la belle saison, c'est clair qu'elles vont pâturer dehors à l'herbe. Et puis à la saison, on va dire hivernale, elles ont accès ici à l'aire de sortie où elles peuvent sortir quand elles veulent pour aller prendre l'air ou bien se prendre une petite douche à la pluie. Est-ce que c'est la loi qui le dit? Alors, la loi, elle exige en hiver 13 jours de sortie par mois. Et notre label, lui, il veut une sortie quotidienne toute l'année. Et voilà ce qu'on a installé encore ce matin, une brosse pour les vaches. Comme ça, elles peuvent venir se gratter, se faire du bien, enlever les petits parasites qu'elles ont dans la peau. Et puis, quand elles viennent, voilà, ça les brosse et puis, comme ça, elles peuvent se gratter aussi longtemps qu'elles veulent. De la terre à l'assiette, aujourd'hui les éleveurs comme les consommateurs cherchent à se donner bonne conscience. Les considérations éthiques ces dernières années prennent de plus en plus de place. La sensibilité envers la maltraitance animale, l'exploitation animale fait son chemin, en Suisse comme dans les autres pays occidentaux. Et on le voit aussi à travers l'adaptation du cadre juridique qui, de plus en plus, tient compte non seulement du bien-être animal, mais aussi de la dignité animale. Aujourd'hui, on ne se contente pas de respecter la rigoureuse réglementation fédérale. Dans certaines fermes suisses, on met les bouchées doubles, on labellise, on rivalise d'idées pour offrir plus de bien-être aux bovins. En Suisse, 80% des bovins qui sont destinés à l'abattage ont la possibilité de sortir. En Allemagne, c'est seulement 10%.
En Union européenne, la réglementation est plus vague. Dans beaucoup d'aspects, en Suisse, on a des valeurs chiffrées, alors qu'en Union européenne, on dira qu'il faut respecter l'animal. Là, vous avez un croisement avec une race d'airain. Là, vous avez une limousine. Là, vous avez du charolais. Une race, une grise. Et puis la blanche du milieu, là, c'est une charolaise qui va arriver prête pour la boucherie. Aller toujours plus loin dans le respect des animaux et de l'environnement. Les paysans de la grande organisation IP Suisse se sont eux aussi engagés dans une agriculture durable. Leur label, la coccinelle, est leur emblème. Mais ils ne sont pas les seuls sur le marché. Les labels se multiplient, les logos aussi. Je m'imagine bien que pour le consommateur, c'est pas évident de s'y retrouver dans cette jungle des labels. L'avantage, je dirais, qu'on peut proposer ici, c'est que c'est un label producteur. Donc on voit la marque, la coccinelle apposée sur nos fermes et on peut la retrouver jusqu'à l'étal. Reconnaissable partout, la coccinelle? Pas vraiment. Nous sommes allés dans des supermarchés, impossible parfois de retrouver le fameux logo sur des emballages de viande IP Suisse. Effectivement, la position du logo respectivement de notre marque ne s'affiche pas forcément sur tous les étals de tous les distributeurs. Donc on laisse cette liberté aussi à nos partenaires d'afficher ou non le logo. Bien sûr qu'on aurait tout intérêt à pouvoir apposer cette transparence et puis cette visibilité du producteur de la coccinelle qu'on voit sur nos fermes jusqu'à le produit fini, mais c'est aussi un libre choix laissé à nos partenaires. Et pour s'y retrouver, il faut tourner l'emballage et chercher la certification IP Suisse. Il faut le savoir et y penser. Mais ce n'est pas tout. Dans cette jungle, il y a des vrais labels, comme ceux d'IP Suisse et Vachemer. Mais il y a aussi des pseudo-labels. Il y a des vrais labels qui donnent des garanties et il y a des inscriptions qui ressemblent à des labels qui ne garantissent pas grand-chose. Comme par exemple ici, il y a un steak haché, Hello Family, comme si c'était bon pour les familles. Et quand on regarde en détail, en réalité, on pensait qu'il venait de Suisse, mais en fait c'est de Suisse, Lituanie, Lettonie et Estonie. Donc un gros mélange qui ne donne pas vraiment confiance. Et en plus, la législation suisse sur le bien-être animal n'est pas la même que dans ces pays-là. Donc je me sens trompée. La FRC et d'autres organisations mettent à la disposition des consommateurs une évaluation des labels alimentaires. Reste qu'il faudra sans doute un jour mettre un peu d'ordre dans cette labellisation des viandes pour éviter que le label, réelle plus-value pour les consommateurs, ne soit happé par le monde du marketing. Bonsoir Marlene Saakian. Bonsoir. Vous êtes professeure de sociologie à l'Université de Genève, spécialiste de l'alimentation. Alors quand on voit tous ces labels sur la viande, franchement, est-ce que ça a encore un sens pour le consommateur ? Il y a plus de 130 labels actuellement sur les produits alimentaires en Suisse. Donc, c'est assez difficile de faire le bon choix. Ça pourrait prendre 2 heures pour aller choisir un morceau de viande. Maintenant, les labels sur la viande spécifiquement peuvent nous donner quelques indications sur des systèmes de production qui seraient peut-être, disons, plus corrects dans la manière de traiter les animaux de leur vivant, de la manière d'abattoir les animaux. Et donc, ces labels-là sont aussi intéressants, je pense, pour tout un chacun. Et justement, le consommateur, quand il achète de la viande, pourquoi, pour quelle promesse est-ce qu'il est prêt à payer plus cher ? Les gens payent plus cher parfois pour avoir un rapport, disons, par rapport à un rapport de confiance, ce qui peut passer par un label, mais ça peut aussi être le rapport de confiance qu'on a avec un boucher ou avec un maraîcher ou autre. La proximité, vous, votre viande de bœuf, vous la choisissez comment ?
Alors j'essaie de manger de moins en moins de bœuf et de privilégier d'autres sources de protéines à cause de l'impact du bœuf, non seulement en termes écologiques, mais aussi sur la santé humaine. Mais disons que je vais être très attentif au fait de savoir si le bœuf a été déjà un bœuf suisse, donc pas de la viande importée, ni des fourrages de viande importée. Marlene Saakian, on vous retrouve dans quelques minutes, mais d'abord on fait un petit détour par l'Allemagne. Plusieurs foyers de Covid dans des abattoirs ont révélé des conditions de production désastreuses. Face au scandale, les Allemands réduisent leur consommation de viande industrielle et le ministère de l'Agriculture envisage même d'interdire la publicité pour viande bon marché. Anne Maillet. Des prix qui défient toute concurrence. Du steak haché à 4,50 € le kilo. En Allemagne, la grande distribution se livre depuis des décennies une guerre commerciale sans merci pour attirer le consommateur avec une viande bon marché. Mais cette marchandise bradée coûte en réalité très cher à l'environnement, au bien-être des animaux et des travailleurs de la filière. Direction la région de Basse-Saxe, le fief de l'industrie allemande de la viande, un secteur régulièrement secoué par les scandales. Vous parlez roumain? Polonais? Polonais, voilà. Depuis l'été, des milliers de travailleurs ont été contaminés par la Covid-19 dans les chambres froides des abattoirs. Des foyers d'infection qui ont révélé les conditions de travail très précaires des travailleurs étrangers. Ce jour-là, le syndicat de l'industrie alimentaire organise une distribution de tracts. Il a malheureusement fallu attendre l'épidémie de Covid pour que les choses bougent. Et il faut que le secteur change. Il faut mettre un terme à l'exploitation des travailleurs. Ces gens méritent d'être payés correctement, de vivre correctement et d'être informés sur leurs droits. Ici, la moitié des salariés sont des travailleurs détachés et mal payés. Ils ne sont pas embauchés par l'abattoir, mais par des sous-traitants, avec toutes les dérives que cela implique. Seul André a accepté de nous parler. Les entreprises de sous-traitance, c'est pas bien. Quand on est malade, on ne peut pas prendre de congé maladie. Sinon, on est tout de suite viré. C'est comme ça quand on est étranger et qu'on vient travailler en Allemagne. Face au scandale sanitaire et social, le gouvernement allemand a réagi. Ces contrats de sous-traitance seront interdits à partir de janvier 2021. Le prix de la viande pourrait augmenter de 5 à 6 centimes d'euros après cette mesure. Pour le président du syndicat, c'est bien la preuve que tout le système est à bout de souffle. Ce n'est pas un mystère. Dans toutes les familles d'Allemagne, la mienne y compris, on mange moins de viande et c'est lié notamment à l'image que véhicule ce secteur. À force de vouloir produire moins cher, on en est arrivé à produire une viande qui ne coûte rien, mais qui n'a aucune qualité. Alors il ne faut pas s'étonner lorsque les consommateurs vont voir ailleurs. Ici, on abat en moyenne 68 000 porcs par semaine. Devant l'entreprise, le balai des camions qui transportent les animaux est incessant. L'industrialisation de la viande poussée à l'extrême. À l'autre bout du pays, dans le land de Brandebourg, un autre modèle. Depuis qu'il s'est lancé dans l'entreprise familiale, Markus Koch a fait le pari de la qualité et du bien-être des animaux. C'est vraiment la grande différence chez nous. Les cochons, comme vous le voyez, sont habitués aux hommes. Avant d'être abattus, ces porcs vivent en moyenne 4 fois plus longtemps que dans les élevages conventionnels. Depuis début septembre, les cochons sont confinés dans leur porcherie en raison de la propagation de la peste porcine dans la région. Mais en temps normal, ils vivent en extérieur. On s'en sort plutôt bien depuis 4 ans, donc cela montre qu'il y a une alternative à l'élevage industriel. Alors oui, ça coûte plus cher, mais c'est normal. Je pense que c'est un crime de brader la viande comme ils le font. L'entreprise familiale abat une trentaine de porcs chaque semaine, pas plus. C'est le frère de Markus qui est en charge de la production. Ça, c'est notre classique, la côte de porc. Elle est très appréciée pour sa bordure de gras. Pour nous, l'essentiel, c'est la qualité du produit. Donc forcément, il faut que les animaux soient bien traités, sinon ça n'a aucun goût. Dans leur boucherie, tous les employés sont salariés et les conditions de travail sont réglementées. Tout cela a un prix.
Si vous allez dans un supermarché classique, au rayon boucherie, une côte de porc vous coûtera en ce moment environ 4,50 € le kilo. Chez nous, le kilo, c'est au moins 17 €. Mais c'est le prix à payer, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au-delà de l'animal qui doit être bien traité, il faut aussi que tous ceux qui se trouvent sur la chaîne de production puissent en vivre. Lentement mais sûrement, le consommateur allemand en prend conscience. Il consomme de moins en moins de viande, selon une étude réalisée en juin par l'Institut de sondage Ipsos et 2 universités. Un tiers d'entre eux se considèrent même comme flexitariens. Ils n'en mangent que de manière très occasionnelle et privilégient la qualité. Une aubaine pour les frères qui vendent leurs côtes de porc dans 3 boucheries du centre-ville de Berlin. Moi, je suis vraiment de cette tendance. Avec ma famille, on a décidé de manger moins de viande, mais de s'offrir de la qualité. Ici, on sait d'où vient la viande, on sait que les animaux sont bien traités. Avant, on n'avait pas ce genre de boucherie. On achetait notre viande au supermarché et on pensait que cette viande était une bonne viande. Et puis au fil du temps, on a découvert toutes les cochonneries dont cette industrie était capable. Une tendance de fond qui a déclenché un large débat en Allemagne. Au ministère de l'Agriculture, on envisage même d'interdire la publicité pour la viande bon marché, à l'image des publicités pour les cigarettes, dangereuses pour la santé. Une mesure saluée par les organisations environnementales comme l'ONG Greenpeace, qui dénonce depuis des années un marketing particulièrement agressif. Ce type de publicité, je n'en ai vu qu'en Allemagne. Et toutes les études montrent que cela fonctionne. Lorsque ces annonces sont publiées, la demande pour ces produits, comme le steak haché, augmente fortement pour retomber ensuite. L'ONG milite également en faveur d'une taxe sur les produits animaliers. Un impôt de quelques centimes par kilo qui serait directement redistribué aux éleveurs. Les petits éleveurs, tout comme la Grande Fédération des éleveurs d'Allemagne, en acceptent le principe. La grande distribution, qui était sceptique au début, s'est plus ou moins résignée à accepter cette taxe. C'est maintenant au tour des responsables politiques de la mettre en œuvre. Et ça ne devrait pas être un problème. Mais vu que des élections vont se tenir l'année prochaine, ça ne se passera pas avant les élections. Sous pression, la grande distribution qui fixe les prix a toutefois saisi le message. À Berlin, ce discounter affiche désormais le vrai coût d'une dizaine de produits, et notamment celui de la viande. En rouge, le prix de vente, et en vert, le coût véritable de la marchandise, lorsque l'on prend en compte son impact environnemental, soit quasiment le triple. Sur le coup, ça fait un choc. Mais en même temps, cela nous permet de réfléchir à la société de consommation dans laquelle nous vivons. Quand on y pense, nos grands-parents ne mangeaient de la viande qu'une fois par semaine. Je trouve que c'est très bien et ça va faire réfléchir pas mal de monde sur le vrai prix des choses. En tout cas, moi, je serais prête à payer le vrai prix. Une initiative qui vise avant tout à sensibiliser le consommateur sans le contraindre à payer le vrai prix, mais qui sonne aussi un peu comme un mea culpa de la grande distribution. La concurrence en Allemagne est véritablement féroce. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que les clients de discounters sont obligés de vérifier chaque article lorsqu'ils font leurs achats. Il faut donc que tout le monde se réunisse autour d'une table pour régler ce problème. Les éleveurs, la grande distribution, les responsables politiques, mais aussi le consommateur. Car au bout du compte, c'est ce dernier qui, par son acte d'achat, décide au jour le jour ce qu'il va trouver dans nos rayons. La demande, en tout cas, est de plus en plus forte en Allemagne. Selon un sondage, 41,5% des Allemands ont changé leur habitude alimentaire pendant la crise sanitaire. Et ils consomment moins de viande industrielle en raison de ses conséquences sociales et environnementale. Marlene Saakian, on le voit, la viande, c'est un sujet très émotionnel. Qu'est-ce que ça dit de notre rapport aux animaux et à leur mort, finalement ? Alors déjà dans les années 60, un sociologue, Norbert Elias, décrivait un processus qu'il expliquait comme tel. Il disait que déjà à la fin du Moyen-Âge, début de la Renaissance en Europe, on a commencé à se distancer petit à petit à l'idée de l'animal mort sur la table. Donc si on imagine ces images de festins au Moyen-Âge où on pouvait amener le paon avec toutes ses plumes qu'on allait couper telles quelles, eh bien
le temps passe, et avec ce passage de temps, on va se distancer de la mort et on arrive gentiment à ces poulets sous vide qu'on trouve au supermarché où on voit mal l'animal, n'est-ce pas, qui nous a donné cette viande-là. Il explique ça par les émotions. Il dit que finalement, on a appris à être dégoûté par la mort. On a voulu se distancer de plus en plus et en même temps, le métier d'abattoir, d'abattre les animaux, les abattoirs, ont quitté les villes pour être plus en plus éloignés des consommateurs, consommatrices urbains. On entend beaucoup les discours des végétariens, des véganes, des antispécistes, mais c'est vrai que sur 20 ans, la consommation n'a presque pas évolué. Ça veut dire que ces discours n'ont pas d'impact ? Je pense que c'est des niches qui émergent et qui vont prendre du temps pour se stabiliser, mais on le voit vraiment déjà dans nos rayons. Il y a de plus en plus d'offres véganes. On le voit dans les restaurants, sur les menus, etc. Donc il y a quelque chose qui émerge. C'est peut-être trop tôt de le quantifier, mais ça s'aligne avec une volonté d'être plus sain au niveau des régimes alimentaires. Donc d'abord une question de santé humaine, mais aussi un souci de l'impact carbone de la consommation de viande au niveau de la planète et de la crise climatique. Brièvement, les morceaux que l'on mange évoluent aussi. On mange aujourd'hui beaucoup d'entrecôtes et puis beaucoup moins de museau ou de langue de bœuf. Ça génère une forme de gâchis au niveau de l'animal. Franchement, c'est un peu absurde. Oui, alors vous avez tout à fait raison. Alors moi, je garde quelque part dans ma tête, je travaille sur les enjeux de la durabilité, qu'il ne faut surtout pas créer plus de travail pour les femmes. Et on sait qu'à une certaine époque, les femmes avaient peut-être le temps de préparer les tripes qui prennent 8 heures, etc. Aujourd'hui, on a moins de temps. Donc, on cherche des morceaux de viande qui sont plus faciles à cuisiner, qui vont prendre moins de temps. Maintenant, il y a aussi une autre tendance qui émerge, qui est cette tendance de la tête jusqu'aux pieds. On appelle ça nose to tail en English. On va chercher à consommer tout l'animal. Donc, justement, pour qu'il n'y ait pas de perte, on va travailler avec des bouchers qui vont privilégier tout l'animal, comme on fait encore aujourd'hui pour la Saint-Martin dans le Jura, par exemple. Oui, à concilier avec des rythmes de vie, effectivement, qui sont déjà très chargés. Merci beaucoup, Marlene Saakian. C'était un plaisir. Et très belle soirée à vous du côté de Genève. Merci, vous aussi. Envie d'une bonne entrecôte, encore faut-il savoir la choisir et surtout la cuire pour qu'elle reste bien juteuse et savoureuse. Avis d'expert recueilli par Régis Migy. Pour faire une bonne dégustation de bœuf, il faut un boucher affûté, un cuisinier agitateur de papilles et 6 entrecôtes d'origine suisse achetés dans la grande distribution. Mais pour décrypter de la viande fraîche, il faut un œil averti et connaître le langage. Le persillage de la viande, c'est quoi ? Le persillage, en fait, c'est quand on voit, comme sur celle-là, un peu des, entre guillemets, des taches de gras, mais qui sont vraiment visibles et qui sont un peu parsemées comme ça. Après, le persillage, il est souvent dans la viande, comme on voit sur celle-là. C'est pas comme une noix là qu'on a de gras sur celle-ci. Le gras va nourrir la viande en cuisant. Donc il va la nourrir et automatiquement le gras il a un goût. Donc il va apporter ce goût à la viande pendant la cuisson. Donc plus c'est persillé, mieux c'est. Donc le persillage, aucun rapport avec le persil, c'est juste pour le goût. Et le grain d'une viande de bœuf, ça veut dire quoi ? Le grain, en fait, si on peut dire comme ça, en fait, c'est la façon dont le muscle est fait. En fait, il y a des grosses fibres, là on voit. Il y a les grosses fibres là, et il y a plus de persillage. Entre chaque morceau de fibre, il y a un bout de gras qui est venu se mettre, si on peut dire ça comme ça. Puis là, on voit quasiment pas de gras qui est venu. Par contre, le grain est beaucoup plus serré. Et ça, souvent, elles sont moins persillées, mais par contre, ça n'empêche pas qu'elles soient super tendres. Passons maintenant à la préparation. L'assaisonnement. Avec quoi, mais surtout, quand ? On assaisonne toujours la viande avant de la faire cuire, des deux côtés, pour que automatiquement le sel il pénètre beaucoup plus facilement avec l'humidité à l'intérieur. Si on attend que la viande elle soit colorée, le sel on va le mettre en surface, mais il ne va jamais rentrer à l'intérieur de la viande. Ça c'est très important. Pareil pour le poivre on le met à la fin, parce que le poivre il ne fond pas. Donc il va rester, il va brûler si on le met au départ, et après on va avoir des morceaux de poivre brûlés. Donc on le met, quand on aura retourné notre pièce, on va poivrer, et le poivre quand on va le déguster, on le mangera, on aura les arômes du poivre. Donc là on s'aperçoit que la viande elle n'est pas riche en gras autour. Si on a un morceau de viande qui est riche en gras, on n'a quasiment pas besoin de mettre de matière grasse dans la poêle. On va la poser, le gras va fondre, ça va suffire.
Et après, juste peut-être pour les grosses pièces, quand on les fait, la petite bande de gras comme ça que les bouchers ont laissé, c'est pas négligeable non plus de lui donner une petite incision au couteau. Ça évite que la viande se torde en fait quand on la cuise. Elle va rester bien à plat. Moment crucial où tout se joue, la cuisson. Ne pas avoir peur de la chaleur. Ce qui est important pour la cuisson, c'est surtout bien chauffer la poêle. Parce qu'on a toujours tendance à mettre la viande quand la poêle n'est pas assez chaude. Donc il faut avoir une température importante pour pouvoir faire croûter, colorer les deux surfaces de la viande. Si on met la viande quand la poêle n'est pas assez chaude, ce qui va se passer, c'est que toute l'eau va sortir de la viande et ça va bouillir. Voilà. Donc ça, c'est un indice aussi, c'est le bruit. Faut toujours, on voit que la poêle là, elle est chaude, la viande est saisie. Donc là, on attend que ça caramélise. On la fait colorer une fois, on attend 1 minute, 2 minutes, on la retourne, on refait la même chose. Et surtout, ce qui est important, c'est un temps de repos. Donc là, on va la sortir. Quand on va caraméliser les deux côtés de la viande, ce qui va se passer, c'est que le sang il va se concentrer au centre de la pièce. Ce sang, si on le laisse pas reposer, il va rester au centre et quand on va trancher, on va avoir une barre complètement rouge vif à l'intérieur. Et tout le tour sera gris. Le fait de laisser reposer, le sang il reprend sa place dans les vaisseaux. Et quand vous allez trancher, vous aurez une couleur uniforme sur toute la tranche de la viande. Normalement, c'est le même temps de cuisson que de repos. Quelle que soit la cuisson, ce qui fait la différence, c'est la qualité de la pièce. Nos 2 experts ont goûté 6 entrecôtes suisses, verdict. Cuites à point, après un repos bien mérité, nos 6 entrecôtes achetées sous vide sont prêtes à être dégustées. Un petit tour de moulin à poivre et c'est parti. Première à passer le test, une entrecôte de race d'airain achetée à la Migros, 80 francs 50 le kilo. Donc elle n'a pas croûté partout déjà, on voit. Hein. Elle a changé de forme. En texture, à la coupe, c'est assez tendre, on va dire. Ouais, ça manque un peu de gras dedans. Un peu de gras, un peu de goût, c'est un peu... C'est tendre, mais on a un petit côté un peu sec après, je sais pas toi. Un peu sèche, un peu fibreux. Ouais. Peut mieux faire, on va dire. Très bon goût, mais bon goût. fin comme ça devient un peu sec. Et là encore, on n'est pas encore sur une surcuisson. Donc si on cuit plus, là, ça serait pas terrible. Passons à une autre pure race, de la Simmental, achetée chez Globus, 91 francs le kilo. Déjà, c'est déjà beaucoup mieux. Bon. Et, plus juteux, très juteux. Très juteux. Après, ce qu'on demande à une viande aussi, c'est qu'elle soit tendre, mais on lui demande aussi qu'il y ait un peu de la mâche, qu'on mastique, avec du goût, pas comme l'autre où elle est fibreuse. C'est un peu sec, tandis que là, c'est très juteux. Il y a de la mâche, c'est bon. Quand on presse la viande, il y a du jus qui sort, il y a le goût. Ouais. Et là, on voit, tu vois, regarde le petit gras qui est dedans. Là. On est bien. Là. Et puis, on a ce goût après. Puis là, on a envie d'y revenir. Là. C'est ce qu'on fait d'ailleurs. C'est ça le truc. Troisième à passer sous les fourches caudines de nos spécialistes, une entrecôte de race Angus, 110 francs le kilo chez Globus. On va dire qu'en visuel, c'est pas très appétissant, on va dire. Alors là, on voit qu'on est sur les mêmes cuissons. Par contre, on est déjà sur une couleur qui est déjà plus blanche. C'est pâle, ouais. C'est un peu pâle, ouais. Bonne mâche, bien juteux. Ouais. Le goût, ça en manque un peu parce que je pense que c'est une jeune bête. Ça manque de goût. Ouais. Mais sinon, c'est niveau mâche, juteux, c'est très bon. À un prix nettement plus bas de 49 francs 90 le kilo chez Lidl, une entrecôte qui réserve bien des surprises. Niveau juteux, on revient un peu sur la deuxième. En goût, c'est très bon. Un très bon goût. Bah celle-là, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. Allons chez Coop maintenant pour une viande de bœuf de race Limousine à 103 francs le kilo. Il y a un bon goût, ça manque de juteux, on va dire. Je la voyais quand même mieux que ça, au niveau goût. D'aspect, il y a la cuisson, ouais, c'est clair. Le grain est fin, mais nous, il n'y a pas assez de gras qui est laissé pour que ça rassisse, pour que ça aille ça parfume en fait.
Et pour finir, la moins chère de notre dégustation. Une entrecôte sans race déterminée, achetée chez Denner au prix de 32 francs le kilo. Quand on la coupe, elle se déchire. Là, j'ai juste coupé comme les autres, sans trop de résistance, et là, le morceau est venu, il s'est déchiré du morceau d'à côté. Goût, non, sans juste le goût de fer, du sang, c'est tout. Hein, t'es d'accord ou... Non, ça, je le sers pas. Non. On ferait comme ça, on va dire. Alors, Fin de la dégustation et classement final. On est super d'accord qu'avec les deux, de toute façon, on ne sera pas déçus. Super bon. On en a pour notre argent, comme on dit. Après, là, c'est toujours pareil, quoi. Selon où on le mange, comment on le mange, ça ira, quoi. Mais alors après, les deux dernières, je pense que le rapport plaisir-prix, quel qu'il soit, il n'est pas au rendez-vous. Pour moi, il n'est pas là, ouais. Non, tout à fait. Chose étonnante, lors de notre dégustation, nos fins palais n'ont jamais détecté de différence basée sur la race de la viande. Est-ce dû à la provenance de nos entrecôtes ? On va manger une fois de l'angus, mais si on va manger de l'angus de grande surface, si on va manger de l'angus qui a été maturé, là, on va faire la différence. Faudrait à la rigueur faire cette différence-là, de faire un angus grande surface et un angus de chez un boucher. Elle n'est pas vraiment prête à être mangée, quoi. Elle n'a pas été amenée au maximum du goût qu'elle pourra avoir, quoi. C'est un peu trop vite mis sur le marché, je pense. Parce que les viandes, c'est comme le vin, en fait. Si on boit des Bordeaux, des Bourgognes ou même d'autres vins de Suisse trop jeunes, ils ne sont pas prêts, on n'arrivera pas à avoir le bouquet qu'ils pourraient avoir après avoir attendu un petit peu. Les viandes, c'est la même chose, en fait. C'est pas compliqué, en fait. Il faut concentrer le goût, donc il n'y a qu'une chose, c'est de la faire rassir, la viande. Et puis à partir de là, c'est comme le travail à la cave. Nous, en boucherie, elle est prête, hop, on peut la vendre. Comme quoi le prix ne fait pas forcément la qualité. Voilà, vous êtes informés, à vous de choisir. L'actualité conso ne s'arrête jamais et Viviane Gabriel la surveille en permanence. Bonsoir Viviane. Bonsoir. Alors ce soir, des rabais qui n'en sont pas, des consoles de jeux d'une nouvelle génération et puis un peu de coronavirus forcément. Oui, avec le témoignage d'une téléspectatrice qui a dû se rendre récemment en Espagne. Au moment de rentrer, sa compagnie aérienne lui a demandé de prendre contact avec les autorités suisses pour connaître les règles qui s'appliquent aux voyageurs. C'est ce qu'elle a essayé de faire et ce qui s'est passé ensuite, elle nous le raconte au téléphone. Je suis allée sur le site de l'OFSP et j'ai trouvé un numéro de téléphone spécial pour donc les renseignements Covid. J'ai appelé 16 fois et 16 fois je suis tombée sur un répondeur. Impossible d'avoir des informations. Et donc, quand je suis rentrée en Suisse, j'étais très surprise de voir que ma facture de téléphone, il m'avait facturé 18 francs. Et j'étais outrée parce qu'on cherche à respecter les normes sanitaires et il était mentionné nulle part que c'était payant, ni rien du tout. Hein. Il n'y avait aucune information. C'est pas normal de l'OFSP d'agir comme ça. Bon, 18 francs pour zéro information. Comment est-ce que l'OFSP explique ça? Alors, première chose, il y a beaucoup d'appels sur cette ligne, ce qui explique l'attente. À noter que c'est l'entreprise Medgate à Bâle qui gère cette ligne d'appel. Ensuite, l'OFSP prend en charge une partie des coûts, c'est-à-dire l'infrastructure, le personnel, mais ça n'inclut pas les frais d'appel. Et ces frais d'appel, ils se montent à combien? Alors, le numéro, c'est un 0,58 et du coup, les frais varient en fonction du fournisseur et de l'abonnement. Et il faut savoir que quoi qu'il arrive, hein, on a fait le test, vous allez passer au moins 1 minute au téléphone parce qu'il y a un message préenregistré avant de pouvoir parler à quelqu'un. Mais les cantons de Vaud, de Genève, de Berne ont eux mis en place des lignes d'information gratuites, des 0800. Pourquoi pas la Confédération? Alors l'OFSP nous répond que ces numéros 0800 ne sont pas joignables depuis l'étranger. Et c'est vrai? Alors pour notre part, on a essayé d'appeler la ligne du canton de Genève, là, qui est donc un 0800 depuis la France voisine et ça a fonctionné. Eh bien, merci l'OFSP. Bon, vous nous avez aussi amené votre panier. Oui, un panier un petit peu, oui, un peu vide en matière, mais quand même avec des choses intéressantes. Mais quand même, on reste un peu dans le thème, hein, toujours du corona avec ces masques qu'on porte tous. Oui, et qu'on finit tous par jeter. Hein, ils finissent à la poubelle et sont incinérés. Eh bien, en France, des entreprises se mettent à les recycler pour fabriquer toutes sortes d'objets en plastique, par exemple des règles ou des visières de protection. Et ça fonctionne comment? Alors, les masques sont collectés dans des
bornes, placés en quarantaine et puis désinfectés aux ultraviolets avant d'être broyés et transformés. Et en Suisse, est-ce que ça se pratique aussi? Alors, il y a au moins une société à Genève qui a élaboré un projet. Elle s'appelle Swiss Task Force. Comme la Task Force, la Confédération. Exactement, mais c'est bien une société privée. Et son idée, c'est de mettre sur pied un partenariat public-privé. Donc, on verra si ça débouche sur quelque chose. Affaire à suivre donc. En tout cas, ce qui est important, son masque, c'est de le jeter dans une poubelle plutôt que par terre dans la rue. Oui, et justement, à ce propos, il y a une nouvelle qui a fait l'effet d'une bombe la semaine dernière. Un article qui est paru. Oui, un article qui était titré « Masques chirurgicaux, vous pouvez les laver et les réutiliser ». Alors, est-ce que c'est sérieux? En tout cas, c'est un test de l'Association française de consommateurs et il montre donc qu'après 10 lavages en machine à 60 degrés, les masques chirurgicaux gardent d'excellentes capacités de filtration. Alors j'ai essayé ce week-end avec ce masque-là. Je l'ai lavé qu'une fois à 60 degrés par contre. Oui, alors on voit, il est un petit peu chiffonné, mais ça ne dit pas encore son efficacité. Est-ce que ça marche ou pas? Alors j'ai demandé l'avis d'une experte, la professeure Véronique Michaud, ingénieure en matériaux à l'EPFL, et sa réponse c'est qu'il ne faut pas faire ça, déjà parce que ces masques sont vendus et donc garantis pour un usage unique. Et puis ensuite, parce que ce type de masque, même s'il est résistant, on peut le plier, le déplier, et bien après un lavage déjà, il perd ses propriétés électrostatiques et donc sa capacité à filtrer les toutes petites particules. Prudence donc, et puis ça sent les cadeaux de Noël. Ouais. C'est une manette de jeux vidéo parce que le mois de novembre, c'est un très gros mois pour les joueurs de jeux vidéo. Ils sont nombreux. La moitié de l'humanité joue. Jeudi arrive en Suisse la console PlayStation 5 de Sony. Il y a quelques jours, c'était la Xbox Series X de Microsoft. Alors, je vous emmène à la rencontre de Stéphane Laurenceau, grand spécialiste RTS de la question. Il décrypte pour nous par écran interposé ce qui est un vrai phénomène. En Suisse, et notamment en Suisse romande, où les romans sont plus gamers que les alémaniques, ça provoque plein de choses. Ça provoque des ruptures de stock, ça provoque des gens qui se sont connectés à minuit 1 sur les sites de vente en ligne pour pouvoir l'avoir, parce qu'on savait, avec le Covid et aussi avec chaque nouvelle sortie de machine, qu'il allait être difficile de s'en procurer. C'est quoi ces deux consoles? De quoi on parle? Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce que sont ces deux produits? On a eu la PlayStation 4 et la Xbox One. Dorénavant, on a la PlayStation 5 et la Xbox Series. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour une fois, on est vraiment dans un passage à une nouvelle génération. On va enfin avoir des images en 4K, en ultra haute définition, des images très très fluides qu'on n'avait pas spécialement avant, puis des nouveautés comme une vitesse de chargement comme on n'avait jamais eu auparavant. Pour la PlayStation de Sony, je crois que c'est quoi la première, elle est sortie il y a 25 ans, la Xbox c'était il y a à peu près 20 ans. En une vingtaine d'années, la console de jeu, elle est devenue quoi Si on parle de Sony et Microsoft, voilà, c'est pas des consoles de jeux puériles, c'est deux industriels qui essaient de s'installer dans le salon, c'est-à-dire que ces machines sont aussi capables de lire les lecteurs Blu-ray, elles sont aussi et surtout livrées avec des applications que vous connaissez peut-être. On parle de Netflix, on parle de Disney+, on parle de Amazon Prime, de l'offre Microsoft évidemment, de l'offre Sony chez Sony. Donc voilà, on essaie en fait de nous installer le meuble multimédia de salon par excellence. Ce sont des superbes machines et en plus accessoirement on peut faire d'excellents jeux. Mais à la base, c'est comme ça qu'ils nous les proposent, des meubles interactifs, des appareils interactifs pour le salon. Et ces meubles interactifs qu'on veut nous installer dans le salon, alors ça coûte combien? Ils ont les deux le même prix, 500 francs. C'est un peu moins cher si vous choisissez une version sans lecteur Blu-ray. Alors PlayStation de Sony ou Xbox de Microsoft, qu'est-ce qui différencie les deux? On retrouve Stéphane Laurenceau. D'un côté, on a Microsoft, ce sont des Américains, donc ils s'adressent principalement à un marché américain. Vous voyez les jeux produits par Microsoft, alors on a des jeux de voitures qui vont plaire aux Européens et aux Japonais, mais on a des jeux futuristes avec des gros Marines, etc. On sent que Microsoft s'adresse à un public américain et un public de joueurs. Sony, ils ont vraiment pris une autre direction, ils ont plutôt une approche un peu blockbuster hollywoodien, c'est-à-dire que vous avez des productions exclusives à Sony que vous ne retrouverez pas ailleurs et qui ont vraiment une considération dans la réalisation qui font que monsieur et madame tout le monde peuvent s'y intéresser, même si après on est d'accord, c'est quand même du langage d'initié, il faut quand même réussir à maîtriser les deux manettes. C'est quand même Sony dans cette guerre qui l'emporte. On est à passer 100 millions de PlayStation 4 dans le monde, c'est quand même assez intéressant et important. Là où Microsoft font fort, c'est avec ce qu'ils appellent le Game Pass. C'est-à-dire qu'on est aussi à l'ère du cloud, on est aussi à l'ère de l'abonnement. Et donc Microsoft se donne beaucoup de peine depuis maintenant 2 ans, je crois, pour proposer autour des 15 francs par mois un catalogue de 100 jeux qui se renouvellent. Donc voilà, on a deux industriels qui se tapent dessus sur un ring et à côté on a Nintendo qui vend des pop-corn et qui se remplit les poches.
Nintendo avec ses jeux stars comme Pokémon ou Mario, pas de nouvelle console chez eux. Non, pas de sortie, mais des ventes qui ne s'arrêtent pas car ils proposent, et c'est rare chez les deux autres, des jeux pour les 7-77 ans. Encore une chose à savoir, si vous souhaitez jouer avec vos amis, vous pourrez le faire uniquement si vous choisissez la même marque. Et puis dans quelques jours, c'est le Black Friday, mais attention aux fausses bonnes affaires. Exactement, on a un exemple qui nous a été fourni par la Fédération romande des consommateurs, c'est une imprimante. Oui, avec un rabais affiché de 60 francs. Et maintenant, regardez cette deuxième photo, faite juste 2 mois auparavant. L'imprimante était déjà vendue au prix de 59 francs 50 sans rabais. Alors, c'est pour ce cas et d'autres dénoncés à la justice par la FRC que Melectronics a été condamné à une amende de 3 000 francs. Fust aussi écope d'une amende de 4 000 francs pour des pratiques similaires et des procédures sont encore en cours contre Interdiscount et Conforama. Merci beaucoup Viviane. Merci à vous. Très bonne soirée, on vous retrouve tout bientôt. Pour terminer cette émission, nous allons vous conter la mystérieuse disparition d'une machine à café. Une téléspectatrice l'a ramenée chez MediaMarkt pour la faire réparer. Elle ne l'a jamais revue. J'ai acheté ma machine à café en décembre 2018. Chez MediaMarkt, elle m'a coûté environ 250 francs. Ma machine à café est tombée en panne au mois de juillet. Et comme elle était encore sous garantie jusqu'à la fin de l'année, je l'ai ramenée chez MediaMarkt avec la garantie. J'ai reçu une réponse environ 6 semaines plus tard, m'indiquant que la garantie ne couvrait pas le dommage constaté. Ils invoquaient justement un problème de détartrage, comme quoi je n'avais pas assez détartré ma machine, ce que je trouvais faux parce que je l'ai toujours fait de manière très scrupuleuse. La garantie ne fonctionne pas, du coup, vous, qu'est-ce que vous souhaitez faire à partir de là? Moi, j'aurais aimé retrouver mon bien pour pouvoir peut-être le réparer, le donner à un réparateur qui me l'aurait réparé, en fait. Et vous avez pu récupérer cette Non, machine? jamais. Alors, j'ai reçu ce courrier 6 semaines plus tard, m'indiquant qu'effectivement, la garantie ne couvrait pas le dommage constaté, et j'avais 3 options. Soit je suis d'accord avec le prix de la réparation, il se monte à 196 francs et 20 centimes. Soit veuillez me retourner l'appareil sans le réparer, les frais encourus sont à ma charge, montant 120 francs. Veuillez éliminer l'appareil gratuitement et écologiquement, les frais encourus par le présent devis sont à ma charge, montant 120 francs. J'étais sidérée parce que pour moi il manquait une 4e option, la plus importante pour moi, celle je retrouve mon bien, je peux le récupérer gratuitement. Je suis allée chez MediaMarkt, je pensais pouvoir récupérer ma machine, or elle n'était pas là. Ils m'ont dit elle est chez notre réparateur Sertronix, qui est en Suisse allemande. Je n'ai plus de nouvelles, c'est comme si ma machine à café n'avait jamais existé. J'aurais aimé pouvoir récupérer mon bien, or là, je dois payer pour récupérer quelque chose qui m'appartient en fait. Et je trouve ça incroyable. Alors j'aimerais savoir pourquoi je ne peux pas récupérer gratuitement ma machine et puis surtout j'aimerais savoir mais où est-ce qu'elle est cette machine en fait? Qu'est-ce qu'elle est devenue? Voilà. Eh bien depuis, la machine a refait surface et notre téléspectatrice peut donc la récupérer dans le MediaMarkt où elle l'avait achetée. MediaMarkt qui nous explique que les 200 francs qu'aurait coûté la réparation correspondent aux travaux de nettoyage nécessaires facturés par l'atelier en fonction du matériel et du temps requis. Et que s'il faut payer 120 francs pour récupérer la machine sans la moindre réparation, eh bien c'est parce que l'atelier facture les frais d'inspection et d'expédition. Mais comme par magie, à la suite de notre intervention, l'entreprise renonce à ces 120 francs.